Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Alors ouvrez les oreilles, fermez les yeux, nous repartons ensemble pour Pic au vent. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 16e chapitre de ce Super Flame Story. « 16 décembre. Il était environ 3 heures du matin. Tout le monde à Marmottin dormait, à l'exception des patrouilles nocturnes de la DPA. L'une d'elles, commentée par le sergent Galliot, était affectée à la route faisant la jonction entre Pic au vent et Marmottin. Il se situait à environ 5 km du village, en pleine cambrousse. Bien au chaud dans une jeep surmontée d'une mitrailleuse, le sergent discutait avec le lieutenant Carter, tandis que l'officier Samuel était à l'extérieur. Bon sens que j'en ai marre du protocole Centurion. On fait que glander, déclara le sergent. C'est clair. Moi j'avais signé pour de l'action et je me retrouve à boire un café dégueulasse enfermé dans une bagnole. Et mollo Carter, c'est moi qui l'ai préparé avant de venir ce café. Sauf votre respect, sergent. Votre café il est pas fameux, hein. Soudain, la radio du véhicule se mit à grésiller. Sergent, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Il y a du mouvement par ici. Vous pourriez être plus clair? Bah, ça bouge, quoi. Mais qu'est-ce qui bouge, bon Dieu? Je sais pas, il y a des bruits bizarres. Bon, vous savez quoi, je vous envoie Carter. Carter, bougez votre cul et filez rejoindre Samuel. Oh, mais pourquoi c'est moi qui sors? Parce que c'est un ordre. Ça vous apprendra à critiquer mon café. En plus, vu que Samuel est loin d'être une flèche, j'ai la flemme de sortir pour constater qu'il se passe strictement que dalle. Hier, il nous a fait le coup 4 fois. Le lieutenant Carter sortit du véhicule, pestant contre son supérieur et maudissant l'officier Samuel. Il faut dire que ce dernier, bien qu'il ait de bonnes aptitudes au combat, était plutôt du genre à paniquer au moindre bruit, provoquant parfois des déplacements de troupes pour un simple sanglier qui passait par là. C'est à cause de ces gaffes à répétition que le jeune officier avait fini au placard, affecté à la patrouille la plus pourrie, à l'autre bout de la ville, loin de toute forme d'action, à surveiller une route déserte. Mais ce soir était différent. Bon, qu'est-ce qui se passe, Samuel? Demanda le lieutenant Carter. Le jeune soldat tendit ses lunettes infrarouges à son supérieur. Ce dernier se mit à scruter les alentours. Regardez, droit devant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? S'offrait aux yeux du lieutenant une sorte de grande créature humanoïde. Elle faisait dans les 2 mètres de haut et il lui manquait le bras droit. Cette créature, c'était le golem de sel invoqué par Nicolas Boglov. Le lieutenant s'empara de sa radio. Sergent, faut que vous veniez voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Samuel a fait un bonhomme de neige? Je déconne pas, sergent, maniez-vous le cul. Il y a vraiment un genre de bestiole. Le sergent reprit son sérieux et se précipita hors du véhicule. Il prit à son tour les lunettes infrarouges et vit la créature. Nom de Dieu! Faut prévenir le CDO. Soudain, le golem changea de direction et s'orienta vers les soldats. Chef, il vient vers nous, là. S'exclama le lieutenant Carter. Le sergent fonça vers la jeep pour prévenir le CDO. CDO, ici patrouille 7, répondez, CDO! Qu'est-ce qui se passe, Francis? T'as plus de café ou bien? Déconnez pas, les gars, on a repéré une créature magique! Une créature magique? Phileas, qui était au poste de communication, s'empara de la radio. Ici DPA 002, décrivez la créature. Bah, je saurais pas dire, plutôt grande, manque un bras, un genre de gros gorille ou je sais pas quoi. Je vous envoie tout de suite un groupe d'intervention. Phileas se mit à parler à voix haute. Messieurs, protocole Centurion au niveau 2. Je veux 5 véhicules en direction de la route de Pic au vent. Ceci n'est pas un exercice, nous avons affaire à un phénomène magique. Bientôt, un cortège de véhicules blindés quitta le centre-ville pour aller rejoindre la patrouille numéro 7. Mais les hommes du sergent Galliot étaient loin. Il faudrait aux forces de la DPA plusieurs minutes pour les rejoindre. Pendant ce temps, le sergent avait rapproché la jeep de ses hommes. L'officier Samuel rentra à l'intérieur et le lieutenant Carter se plaça derrière la mitrailleuse. Bientôt, la créature de sel se trouva à quelques mètres du véhicule. Sergent, je fais quoi? Je l'allume? Non, on attend les ordres. On a juste le droit au tir de riposte. Vous vous foutez de ma gueule? C'est le protocole. Si la créature n'est pas hostile, on n'a pas le droit de la dégommer. Une trentaine de secondes plus tard, le golem s'arrêta devant le véhicule. La tension était à son comble. Dis-moi, humain, est-ce que Marmottin est encore loin? Perdre que j'aille à Marmottin, je ne dois pas le décevoir. Bah,
Vous n'êtes pas très loin? Quelle direction dois-je suivre? Le lieutenant, constatant que la créature n'était pas très futée, montra une mauvaise direction. C'est par là! Père sera content. Merci, humain. Je ne vous tuerai pas. Trop aimable. Galio pour CDO. Oui, sergent, qu'est-ce qui se passe? Le monstre, on dirait une sorte de golem blanc. Vous l'avez en visuel? Ouais, il est en train de tailler le bout de gras avec Carter. Vous vous foutez de ma gueule? Non, monsieur. Ah, tiens, il s'en va maintenant. Carter rentra dans le véhicule et prit la radio de son supérieur. Ici Carter, la créature veut se rendre à Marmottin. Je répète, la créature veut se rendre à Marmottin. Je l'ai aiguillé dans une mauvaise direction, il a pas l'air hyper futé le machin. Il s'enfonce actuellement dans la forêt direction l'élevage de Husky des Capians. Très bien, ne bougez pas, nous arrivons. Faites-moi préparer un hélicoptère. On part à la chasse aux golems, les enfants. S'exclama Phileas. À pic au vent, dans la chambre d'Oswald, se trouvaient également Hudson et le petit Maxime. Tous trois dormaient à point fermé. Dans le couloir se trouvait Yupvig. Il venait de terminer son tour de garde et s'apprêtait à rejoindre la chambre de Hartmann. Alors qu'il passait devant la porte de la chambre d'Oswald, le soldat des pays de l'Est entendit des bruits étranges. C'était comme si quelqu'un n'arrivait plus à respirer. Il frappa à la porte. Est-ce que tout va bien là-dedans? Pas de réponse. Il frappa de nouveau. Et il se passe quelque chose là-dedans? Soudain, le silence. Total. Dérangeant. Froid. Yupvik s'empara de son arme et ouvrit la porte, puis il alluma la lumière, réveillant au passage Oswald et Maxime, mais pas Hudson. Et pour cause, ce dernier ne respirait plus. « Hudson! Hudson, répondez !» « Oh, pas bon !» s'exclama Oswald. « Oh non, Hudson !» cria Maxime. Bientôt l'inspecteur Bloom, Bennett, Alias et Tassier, alertés par leur affût, firent à leur tour leur entrée dans la chambre d'Oswald. Il était trop tard. Hudson était mort. « Vous croyez que c'est la drogue du faucheur ?» demanda Bloom. « Il a possiblement fait une crise de manque, oui, mais de là à s'étouffer, ça me paraît bizarre. » commenta Alias. « C'est bizarre, » reprit Tassier. « Des junkies, j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie, et en général, quand ils font une crise de manque, ils se mettent à baver abondamment. »« Il est pas là, Fonk? Je croyais qu'il était dans cette chambre. » demanda Bloom au moment exact où ce dernier faisait son retour dans la pièce. Il était très triste et se sentait coupable. Désolé, inspecteur. Vu qu'Oswald ronfle comme une locomotive, je suis allé dormir dans un bureau, sur un canapé. Si j'avais été là, il serait pas mort. »« Pauvre andouille !» s'énerva Tassier. « Pauvre andouille !» Tout le monde dormait, j'étais crevé. Je suis désolé, commissaire. Bientôt, ce fut au tour de Hartmann de pénétrer dans la pièce. Il semblait préoccupé par autre chose que la mort de Hudson. « Messieurs, je sais que ce n'est pas trop le moment, mais je vais avoir besoin de bons tireurs. Antoine vient de m'informer qu'il y a un groupe de 6 prisonniers dans la forêt, à 500 mètres au nord de notre position. Avec un peu de chance, ils vont nous passer à côté, mais dans le doute, on doit se préparer au combat. » Tassier, Bréau, Alias et Bloom se portèrent volontaires. Andrew et Fonk, quant à eux, veillaient sur les autres. Hartmann prit la tête du groupe de combattants, Yupvig fermait la marche. Le sergent Antoine grimpa sur le toit du manoir afin d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir abattre quiconque approcherait trop près à l'aide de son fusil à lunettes. Le groupe progressait avec une prudence extrême, dans le silence nocturne glaçant typique de Pic-au-Vent. Soudain, l'oreillette de Hartmann se mit à grésiller. « Colonel, ne bougez plus, ils sont droit devant, juste derrière la butte. » Le colonel fit signe aux autres de stopper. Alias chuchota. « Ils sont juste devant, n'est-ce pas ?» Le colonel hocha la tête. « Colonel, ils sont lourdement armés, ça pue, il faut pas rester là. Attendez, il y en a un qui vient vers vous, planquez-vous, vite !»« Vite, derrière les arbres !» murmura le colonel. Le prisonnier qui s'était séparé du groupe finit par arriver juste devant le sapin derrière lequel se trouvait Alias. La tension était à son comble. Tout le monde retenait sa respiration. Bloom faisait des gestes à Alias, lui indiquant de se barrer, mais il ne le fit pas. Le prisonnier posa son fusil contre l'arbre, baissa sa braguette et se mit à uriner. Alors qu'il faisait ses besoins, l'homme se mit à parler. « Je vous ai vu, monsieur. Je ne compte pas vous tuer. Mes amis non plus, d'ailleurs. Nous ne voulons faire de mal à personne. Nous voulons juste survivre. Nous étions juste des prisonniers de droit commun, des hommes comme les autres. Nous ne sommes pas des monstres comme Boglov et les autres. Nous ne faisons que passer. Nous savons que vous êtes au manoir du duc et on s'en fout. » Le prisonnier remonta sa braguette. « Laissez-nous vivre, tout simplement. »
Alias soupira. Entendu. Mais croyez-moi qu'au moindre faux pas, vous êtes mort. J'en ai conscience. C'est pour ça que j'ai dit à mes camarades d'infortune de rester en retrait. L'homme ramassa son fusil et repartit comme il était venu. « Attendez !» s'exclama Alias en sortant de sa cachette, ce qui perturba grandement Bloom et Tassier qui sortirent aussi, prêts à abattre l'homme. Alias reprit. « Comment vous appelez-vous » L'homme se retourna. « Alan Williams. » Alias se contenta d'un rictus et hocha la tête, l'air de dire « C'est bon, tu peux y aller ». Williams se mit en marche, rejoignit ses camarades et disparut au loin. Le colonel prévint Antoine que ses hommes semblaient réglo et le groupe retourna au manoir. Tous se posèrent dans le salon. Ils allumèrent un feu dans la cheminée. « C'était qui ce gars, Alias ?» demanda Tassier. « Eh bien, figure-toi que ce n'était autre que Alan Williams. »« Tiens donc. »« C'est qui ce Alan Williams ?» demanda l'inspecteur Bloom. « Le père de la petite Julie Williams, une gamine de 9 ans qui a été kidnappée, séquestrée et tuée, après avoir subi quantité d'horreur. » expliqua Tassier. Alan Williams a été enfermé à la prison des Roches pour homicide. Alors pourquoi on l'a laissé filer? La personne qui l'a tué n'était autre que le tortionnaire de sa petite fille, répondit Alias. Oh, je vois. À Marmottin, les véhicules blindés avaient rejoint le véhicule de patrouille de l'équipe 7. Le sergent Galliot faisait son rapport, tandis que la douzaine d'hommes venus en renfort s'équipaient pour une battue. Des hommes, des chiens et un hélicoptère. L'objectif, retrouver et neutraliser le golem. Pour ce faire, les soldats de la DPA avaient avec eux des bazookas qui tiraient d'énormes filets en fibre de carbone. De quoi capturer n'importe quelle créature. Les hommes progressaient lentement. La tension était palpable. Énorme avantage, le sol, recouvert de neige, l'était aussi de traces de pas, et celle de la créature était facile à reconnaître. Au bout d'une bonne demi-heure, les hommes tombèrent sur le golem. Phileas, qui se trouvait dans l'hélicoptère, juste au-dessus de la créature, s'empara d'un mégaphone. « Ne bouge plus, créature, tu es le prisonnier de la DPA !» En effet, le règlement de la division Plume d'Argent stipulait que les créatures magiques non agressives ne pouvaient être abattues. Elles devaient, au contraire, être capturées, soit pour être observées par des scientifiques, soit pour être retournées et servir d'arme potentielle. Le monstre était aveuglé par la lumière de l'hélicoptère et un peu apeuré à la vue de tous ces soldats et chiens, mais ça ne l'empêchait pas de continuer à avancer d'un pas déterminé. « Je dois me rendre à Marmottin, je l'ai promis à Père. » Phileas, comprenant qu'il avait affaire à une chose têtue, ordonna qu'on la capture. « Messieurs, feu à volonté !» Bientôt, des dizaines de filets furent tirés sur la créature. « Non, laissez-moi partir, je dois servir Père. » Dans un accès de colère, le monstre, bien qu'il fût pris dans les filets, tua 5 soldats de la DPA. Les hommes voulurent se venger, mais ils en furent dissuadés par Phileas. Ce dernier se disait que pareille capture pourrait potentiellement lui sauver la mise auprès de la hiérarchie. Bientôt, le golem fut tellement enchevêtré dans les filets qu'il finit par s'écrouler au sol, incapable de bouger. Phileas fit venir un camion et une grue. On y déposa la créature et le cortège de véhicules repartit pour Marmottin. On installa la créature sous une tente opaque, le temps de bâtir une cage à sa taille. Phileas lui posait des questions. « D'où viens-tu, créature ?»« Mon père m'a fait venir à lui. Je dois aider Père, laissez-moi partir. Je dois vous ôter la vie, vous m'avez empêché. » « Pourquoi vous devez me tuer ?»« Vous m'avez empêché d'accomplir la volonté de Père. » Quelle est la volonté de votre père? Qui est votre père? Il ne voudrait pas que je vous parle. Mon père est mon créateur, il m'a donné la vie. Il vous a invoqué plutôt. De quelle matière êtes-vous fait, monstre? Je suis fait de sel. Comment se fait-ce? Il le fallait, c'était le seul moyen. Le seul moyen pourquoi? Pour franchir la frontière. Quelle frontière? La frontière qui retient Père. Je dois aider Père. J'ai été conçu pour cela. Qui est votre père? Je dois l'aider. Laissez-moi partir, humain. C'est hors de question, vous êtes mon prisonnier. Phileas eut beau interroger la créature durant toute la journée, il ne parvint pas à en tirer la moindre information utile. Le golem était en boucle. Une chose était sûre, il avait pour mission de retrouver quelque chose. La question était, que pouvait bien convoiter ce monstre de sel? Mais pour l'heure, Phileas avait d'autres chats à fouetter. Les Marmottanais, le maire et pire encore, le capitaine Leblanc étaient en colère.
Il vivait le passage du protocole Centurion au niveau 2 comme une véritable trahison. Pour calmer les esprits, Phileas n'avait eu d'autre choix que d'inviter les deux hommes à contempler la créature. C'est vrai que quand on voit cette chose, on peut comprendre la nécessité de faire preuve d'une extrême prudence, déclara le capitaine avant de chuchoter à l'oreille de Phileas. Ça vaut aussi pour vous savez quoi. Cela va de soi, répondit DPA 002 en escortant l'homme politique et le policier à la sortie du centre de commandement. Eh bien, mon petit Phileas, je vous souhaite bonne chance dans votre mission, mais je vous en supplie, pas de débordement avec le protocole Centurion.